Salut, c'est Samy pour Basse Everland, j'espère que tout va bien pour toi. De mon côté, franchement, ça ne pourrait aller mieux car aujourd'hui je te parle de l'une de mes chansons préférées, de l'un de mes albums préférés, de l'un de mes groupes préférés, avec l'un de mes bassistes préférés. Donc au programme de cette vidéo, Rage Against the Machine avec la chanson Bulls on Parade et c'est Tim Commerford à la basse. Comme d'habitude, pour commencer, toi et moi, on va étudier la structure, ensuite je vais te montrer comment jouer le morceau, et pour terminer, je vais te raconter certaines choses sur cette chanson et le groupe. Et sans plus attendre, générique. La structure de Bulls on Parade, elle est plutôt intuitive. Le groupe, il alterne principalement entre des passages rap et des passages métal au fur et à mesure du morceau. On peut diviser ce morceau en deux grandes parties, oui encore, et 5 lignes de base distinctes. Premièrement, on a l'introduction, qui est un petit peu le riff principal de cette chanson. Ensuite, on va avoir le premier pont et le troisième pont, qu'on peut aussi appeler les interludes. Par la suite, on a les couplets, dont la ligne de basse est utilisée pendant le solo scratch à la guitare. On a aussi les refrains. Et pour terminer, on a ce que moi j'appelle le deuxième pont. Je l'appelle comme ça parce que c'est une sorte de solo de basse qui nous amène juste après au solo de guitare. Ces lignes de basse sont assez courtes, donc je vais toutes te les enseigner aujourd'hui. Par contre, fais attention, ce morceau il est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Pour cette chanson, Tim Commerford il va plutôt favoriser les fréquences basses et aiguës de son instrument avec très peu de médium, mais par contre il utilise une pédale de distorsion. T'en fais pas si t'as pas de pédale de distorsion avec toi, c'est pas grave, même moi je l'ai pas utilisé pour la cover. Le plus important, ça va surtout être ton attaque. Ce type de son, ça va lui permettre plusieurs choses. D'abord les fréquences basses, ça va remplir l'espace sonore, et surtout ça va permettre une meilleure attaque avec la grosse caisse de la batterie, dans le sens où les deux sont complémentaires. Pour les fréquences aiguës, c'est la même chose, mais plutôt avec la caisse claire de la batterie, ça accentue l'effet coup de poing et l'attaque de ce morceau. Et donc, pour tout ça, t'as pas besoin d'une pédale de distorsion à la base. C'est quand même un petit plus ultra stylé, on est d'accord, surtout en concert. Pour cette chanson, on est plutôt à un tempo de 85 battements par minute, en 4/4, et comme pour l'écrasante majorité des chansons de Rage Against the Machine, tu vas jouer forte. Et attention à ton accordage, ici tu vas devoir tout baisser d'un demi-ton, donc tu vas te retrouver avec un mi bémol, un la bémol, un ré bémol, et un sol bémol. Ok, maintenant que tu t'es bien accordé, on va tout de suite passer à la pratique. Par contre, sache que j'ai certaines choses à te dire au sujet de cette chanson en fin de vidéo. Tu vas voir, ça sera plutôt intéressant. Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec le riff principal. Si tu débutes la musique et que tu as très peu de notions de rythme, tu risques d'avoir un petit blocage sur ce passage. Alors t'en fais pas, pour l'instant, je vais me concentrer avec toi sur la pratique et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Tout d'abord, tu vas plutôt pratiquer sur la version studio plutôt qu'avec un métronome, car la batterie de la version studio va t'apporter une bonne stabilité. Et ensuite, pour parfaire ton jeu, vaut mieux que tu pratiques avec un métronome. D'ailleurs, n'hésite pas à doubler le tempo et à le mettre à 170. Pour ce riff principal, je vais te donner un petit tips, une astuce que j'ai moi-même intégrée à mon jeu de base depuis que j'ai commencé et qui m'a été pratique depuis. C'est une technique de jeu que Tim Commerford utilise lui-même ainsi que beaucoup d'autres bassistes. Avec ta main de jeu, tu vas mettre la priorité sur une attaque proche des frettes et du manche. En clair, plutôt que de jouer normalement, entre guillemets, avec ta main de jeu, c'est-à-dire avec une butée sur la corde supérieure, tu vas plutôt viser le corps de ta basse en provoquant un impact sur les frettes. Le son de cette technique de jeu, il développe énormément l'impact général de la musique, surtout grâce à la batterie. Donc je te le remontre une dernière fois. Je reviens rapidement sur ce que je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, sur le potentiel blocage que tu peux avoir si tu t'y connais pas beaucoup en rythme ou que tu débutes dans la musique. Ça peut venir de ce rythme en particulier. De manière générale, les musiques actuelles ont rarement ce type de rythme. En clair, des valeurs rythmiques longues qui ne sont pas jouées sur les temps, mais qui sont précédées de valeurs rythmiques brèves qui, elles, sont jouées sur les temps. On va plutôt avoir l'habitude de faire l'inverse et de mettre des valeurs longues sur les temps ou sur les parties fortes de temps. Bien sûr, il existe plein de contre-exemples, je suis pas en train de te dire que c'est un cas isolé. D'ailleurs, ce type de rythme, on va avoir tendance à le retrouver dans le punk hardcore ou le thrash metal. Thrash, ouais, thrash, 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 thrash metal, thrash.
Encore une fois, quand tu auras bien pratiqué sur la version studio, je t'invite à utiliser un métronome doublé pour pratiquer ce passage notamment. Ça te permettra certainement de mieux comprendre ce qui se passe. Maintenant, on passe à la suite. Bon, parfois, comme tu peux le voir, mon cher Tim Comerford, il gifle ses cordes pendant ce passage en concert. Alors attention, hein, je suis pas en train de te déconseiller de le faire. Mais évite de le faire quand tu pratiques. Mieux vaut que tu gardes cette énergie si tu joues cette chanson en concert ou en répétition. Autre potentielle difficulté que tu risques d'avoir si tu démarres la basse, c'est pour les death notes. C'est quelque chose que j'observe assez souvent, les bassistes ont tendance à ne pas jouer les death notes avec la même intensité que les notes. C'est vraiment quelque chose que je répéterai jamais assez, mais les death notes et les valeurs de silence font vraiment partie intégrante des riffs et de la musique. J'insiste vraiment là-dessus, il faut que tu joues tes death notes avec la même intensité que tes autres notes. Oublie pas la technique du martèlement dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt. Du coup là je te montre une dernière fois l'interlude. Alors franchement, pour la ligne de base des couplets et qui est aussi utilisée pour le solo de scratch à la guitare, j'ai pas grand chose à te dire. Ici, tu vas plutôt favoriser un jeu mezzo forte, voire même un jeu plutôt conventionnel au niveau de l'attaque, histoire d'être accord avec la guitare et la batterie, car ici, le but c'est de laisser place à la voix. Par contre, fais bien attention, aux deux derniers temps, on retrouve encore une fois ce rythme de double croche et de croche pointée. Et enfin, dernier petit détail, à la fin de la première mesure, fais attention à étouffer correctement ta corde de La. Du coup, je te montre comment jouer. Ok, maintenant pour les refrains, j'ai un petit peu plus de trucs à t'expliquer. D'abord, faut savoir qu'on est plusieurs bassistes à l'avoir joué de manière erronée par le passé. D'ailleurs, certains le font encore. Pourtant, quand on regarde les concerts du groupe, on se rend compte qu'on a été un peu con en fait. Franchement, c'est très loin d'être une erreur vraiment très grave. Donc du coup, cette erreur commune, en fait, c'est ça. Tu vois, le passage d'un sol bémol à un fa. Mais où est l'erreur, es-tu certainement en train de te dire? Parce que ça sonne bien en fait. Mais en fait, c'est tout con. C'est juste que c'est pas la bonne octave. Voilà, je t'avais prévenu, hein, c'est tout con, mais c'est pas grave du tout. Et franchement, après réflexion, ça m'étonne absolument pas que cette erreur, elle soit assez commune. C'est notamment à cause du kick de la batterie. Le kick, c'est la grosse caisse. Le kick de la batterie, il a son impact pile à ce moment-là. Et donc si t'ajoutes en plus le son de distorsion de la basse, ça peut un petit peu brouiller l'octave. Et la petite subtilité de ce refrain qui apporte énormément de groove, c'est le glissando du sol bémol au fa. Notamment car à côté de ça, t'as une batterie qui est très cadrée et une guitare très funky avec beaucoup de death notes. Voilà ce que j'avais à te dire pour le refrain, donc je te le montre très lentement et on passe tranquillement à la suite. On n'entend pas très souvent Tim Comerford jouer ce type de ligne de basse au sein de Rage Against the Machine. Par là, j'entends des motifs assez courts mais quand même très mélodiques qui peuvent faire penser à des solos. Il a plutôt tendance à faire ça dans ses autres groupes comme Audioslave et Walk-Rot. Ici en fait, c'est à peu de choses près la même chose que l'interlude, ou les ponts 1 et 3, mais on est à la carte cette fois, qui est le si bémol. Comme pour le reste du morceau, Tim Comerford ici il conserve un jeu pentatonique mineur. C'est un peu le moment où il est sous les feux des projecteurs, donc il va faire évoluer sa basse de manière rythmique et dans le groove, mais aussi beaucoup de manière mélodique. En gros, ça va donner quelque chose comme ça.
Si t'as du mal avec ce qu'ils jouent dans les deuxièmes mesures de cycle, je te conseille de les isoler et de les pratiquer indépendamment. Là, je pense notamment au triolet en double croche. Bien sûr, faut pas que t'hésites à utiliser un tempo doublé. D'ailleurs, je te conseille de t'entraîner en faisant un si bémol médium en triolet sur ce tempo et d'enchaîner par la suite. En gros, faut que ça donne quelque chose comme ça. Voilà, je ralentis un peu. Et une fois que t'es à l'aise, t'enchaînes. Ok, maintenant tu peux poser ta basse, je vais un petit peu te parler de cette chanson et du groupe. Bulls on Parade est une chanson de l'album Evil Empire sorti en 1996 sous le label Epic. C'est le deuxième album du groupe et surtout c'est l'album qui a eu le plus de succès commercial aux US dans les années 90. Sorti dans les bacs le 13 avril 1996, il sera en tête du classement du Billboard 200 la semaine du 4 mai de la même année. Il restera dans le classement du Billboard jusqu'en octobre 97, terminant ainsi sa course à la 186e place. Une course tout de même relativement longue de 17 mois, presque un an et demi. Evil Empire, c'est aussi le plus gros succès du groupe en termes de vitesse de vente sur le sol américain. Premier million au bout de 3 mois, deuxième million au bout d'1 an, et troisième million de ventes au bout de 4 ans. Avec d'autres chansons de l'album, Bulls on Parade est nominé aux Grammys de 1997 pour la meilleure performance hard rock. Alors faut savoir que le Rage Against the Machine, ils faisaient déjà des tournées internationales avant même la sortie de leur premier album éponyme en 92. Par contre, Evil Empire, c'est vraiment l'album qui a propulsé le groupe chez les pontes des musiques extrêmes et du métal alternatif des années 90. De plus, il s'agit de l'album le plus punk du groupe. Alors ça fait quelques années que le sujet fait un petit peu débat au sein des fans, mais Tim Comerford a confirmé tout ça en 2017. Il en parle dans une interview très intéressante avec Dan Reading, je te mets le lien dans la description. Et en comparaison des autres albums, celui-là il est vraiment très sombre, il a été quasiment enregistré en huis clos. D'ailleurs, Brendan O'Brien pourra en témoigner, il a été producteur sur cet album, mais ces mots, on les doit d'abord au batteur Brad Wilk. Il nous disait, texto, on était dans quelque chose de sombre et cet album le reflète. Et maintenant, une anecdote musicale très importante concernant ce morceau, la version studio est en fa mineur, mais toutes les autres versions que vous entendrez dans votre vie sont en fa dièse mineur. Bon là, quand je te dis d'autres versions, je te parle des concerts en fait, parce que j'ai jamais trouvé un seul concert où le groupe joue le morceau en fa mineur. Personnellement, j'ai jamais trouvé de réelle explication pour changement de tonalité, donc je pense que c'est soit vis-à-vis de la voix de Zach, soit justement pour pas trop s'embêter en concert à changer trop de fois d'instrument, parce que la plupart des morceaux de Rage, ils sont soit en drop D, soit en accordage standard. Par contre, on peut trouver une explication à tout ça dans une vidéo tutoriel de Tom Morello où justement il enseigne Bulls on Parade. Je te mets le lien dans la description. When you want to rock hard, children, lean on F sharp. Ça m'étonne pas que Tom Morello dise ça parce qu'il a toujours été un grand fan de hard rock et de heavy metal. D'ailleurs, effectivement, on retrouve cette tonalité dans des chansons et des riffs iconiques de l'époque, notamment chez Bloyster Cult, Rose Tattoo, Ozzy Osbourne et Randy Rhoads, Audioslave, forcément, mais aussi dans d'autres morceaux de Rage Against the Machine, comme Bomb Track. Ça y est, mon tail est foutu. Et maintenant, une autre anecdote musicale qui est propre à la musique funk, on ne change jamais de tonalité. Et ça vaut presque pour tous les morceaux du groupe. Quand tu joues du Rage, tu reviens toujours on the one, sur la tonique. Tiens, bah là, je te mets un autre petit conseil de lecture. Je t'avais prévenu en début de vidéo, c'est vraiment un de mes groupes préférés, et puisque d'une certaine manière, je leur ai dédié une bonne partie de ma vie, j'avais pas mal de choses à te raconter. Ah non, pars pas tout de suite, justement, maintenant, faut que je te parle un petit peu du bassiste. Une certaine particularité dans le line-up de Rage Against the Machine, c'est qu'il est resté le même depuis leur formation en 91. Il n'y a jamais eu d'autres personnes au sein du groupe que Zach de la Rocca, Tom Morello, Brad Wilk et Tim Comerford. S'il a déjà avoué plusieurs fois être un immense fan du groupe Rush, Comerford est aussi un grand fan de punk et de punk hardcore, notamment des Sex Pistols et des Bad Brains. Il avait un groupe de punk avec de la Rocca lorsqu'ils étaient adolescents et on retrouve ses sonorités dans son attaque et le son de sa basse. Tim Comerford est un bassiste plutôt précis, il a aussi étudié la contrebasse dans les années 90. Ça lui arrive tout de même de faire des pains en live et même en studio, mais bon, personnellement, je lui en tiens pas compte. On a quand même affaire à un bassiste très éclectique, ayant mélangé la plupart des éléments des bassistes metal, punk et hip-hop et funk au sein de son jeu.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo tutoriel, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à cette chaîne. Et une fois n'est pas coutume, n'oublie pas d'activer la cloche. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Instagram, c'est ici que je publie le plus souvent du contenu en rapport à ma chaîne et à mes projets musicaux. La prochaine cover et son tutoriel seront mis en ligne très bientôt, donc d'ici là, porte-toi bien, pratique ton instrument et découvre des musiques que tu ne connais pas. À tout bien!